je m'en sors et les autres, chacun peut se débrouiller à sa manière. Non. L'esprit Kaizen veut que chaque employé, chaque acteur dans un environnement de travail, dans une scène, dans un gemba, comme diront les Japonais, chaque acteur soit conscient, mais alors totalement conscient, que nous sommes tous dans le même bateau. Quel que soit l'angle du bateau par lequel il y a eu un trou et par lequel l'eau est entrée, le bateau finira par couler avec nous tous. Voilà. C'est pour cela que le mot Kaizen suppose l'amélioration qui implique tout le monde, dirigeants et employés, mais également qui entraîne de très faibles dépenses. C'est une philosophie qui peut s'appliquer évidemment en milieu professionnel, comme en milieu familial, social, partout. Et c'est d'ailleurs l'occasion aujourd'hui où nous sommes confinés que les gens puissent appliquer le 5S dans leur domicile. On va voir dans la suite que c'est assez facile. Donc, lorsqu'on parle de Kaizen, imaginez un peu, chacun de nous, la plupart d'entre nous connaissent déjà ce que c'est que le cycle PDCA, c'est-à-dire qu'on planifie, on développe, on contrôle, on agit. C'est un cycle dans lequel on tourne. Vous voyez, aucun véhicule ne peut avancer si la roue du véhicule ne fait pas un tour complet. Et si après que la roue du véhicule ait fait un tour complet, elle arrête de tourner, le véhicule n'avancera pas. Donc, c'est le principe du Kaizen. On avance si et seulement si on continue à faire des tours. On tourne, quand on a fini, on replanifie, on recommence, et ainsi de suite. Imaginez donc une entreprise, une organisation, un environnement, à la maison même où nous sommes à ce moment. Chacun à son poste de travail, chacun dans ce qu'il est en train de faire, donnant le meilleur de lui-même à améliorer quelque chose. Le balayeur améliore quelque chose. Celui qui serre une vis le serre d'une manière qui rend le travail plus agréable, plus rapide ou plus productif. Celui qui doit proposer des solutions essaye d'apporter quelque chose de plus. Celui qui doit corriger les erreurs essaye de le faire d'une manière améliorée. On aura donc au sein de l'organisation comme ça une multitude de spirales ascendantes, c'est-à-dire que de petits cycles d'amélioration continue. On n'a pas besoin de faire des grands changements, mais on a besoin que chacun à son niveau, chaque jour, petit à petit, puisse apporter quelque chose de plus. Voilà. Donc, en matière de Kaizen, il y a 3 mots qui sont capitaux, c'est-à-dire que les 3 mots très importants, significatifs. Lorsqu'on parle de Kaizen, on voit le Gemba, c'est-à-dire le lieu de travail. Ça peut être l'atelier ou n'importe quel endroit où effectuer un travail à valeur ajoutée. Ça peut être la maison, ça peut être l'atelier, ça peut être le bureau, n'importe où. Dès l'instant où on est amené à faire un travail à valeur ajoutée, qu'on va améliorer sa productivité ou la qualité de ce qu'on est en train de faire, cet endroit-là, c'est le Gemba, c'est le terrain. Et il y a ce que les Japonais appellent le Genshi, qui veut dire aller à la source pour vérifier les informations par vous-même. Nous savons que beaucoup de managers se contentent de recueillir les informations aujourd'hui par le téléphone, par WhatsApp, par leur belle famille, par leurs amis, par leurs familles qui sont dans l'entreprise. Ils ne sont pas toujours au cœur de l'action pour savoir quelle est la bonne information pour pouvoir prendre la bonne décision. Et ceci nous amène au 3e mot qui est le Genbutsu, c'est-à-dire s'assurer d'avoir la bonne information en regardant le matériel ou la chose pour prendre la bonne décision. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont été déjà confrontés à ce genre de situation. Tu es peut-être dans ton véhicule, ou tu as un poste radio, ou tu as un équipement à la maison ou au bureau. À certains moments, il est défaillant. Mais chaque fois que celui qui doit contrôler arrive, c'est à ce moment-là qu'il marche bien. C'est-à-dire la défaillance. Mais un collaborateur qui est face à cette situation et qui vous dit « Monsieur, je suis dos au mur, je n'ai pas pu produire ce qu'il fallait parce que ma machine dérange. » Et quand vous testez la machine, elle marche très bien, eh bien, vous allez dire « Ce gars, il est en train de merder, quoi. C'est un paresseux, c'est un bras cassé. » Vous allez lui donner tous les noms d'oiseaux. Mais si en tant que manager en tant que manager qui applique le Kaizen, vous décidez d'aller vous asseoir pendant un certain temps à son poste de travail pour voir comment il fait son travail, vous allez voir à un moment cette défaillance apparaître et vous allez comprendre qu'en réalité, il ne vous mentait pas. D'où la nécessité du Gemba, du Genshi, du Genbutsu. Ce qui veut dire que le manager doit pouvoir aller sur le terrain par lui-même, recueillir la bonne information afin de s'assurer qu'il puisse prendre les bonnes décisions. Il ne faut pas prendre les décisions sur les racontages, sur ce qu'on a dit. Il faut pouvoir vérifier, il faut pouvoir confronter, il faut pouvoir aller sur le terrain, comprendre la réalité que les employés vivent, la réalité de vos collaborateurs. Ne pas s'asseoir au bureau et se dire ce qu'ils font est trop facile. S'ils ne le font pas, c'est qu'ils sont des bras cassés. Donc, un manager qui applique le Kaizen doit pouvoir prendre en considération ces 3 mots, le Gemba, le Genshi et le Genbutsu. Lorsqu'on parle de Kaizen,
En réalité, c'est vrai, certains vont vous dire, comme je l'ai vu la dernière fois, c'est parfois un conflit de courant philosophique où le Lean ou alors ISO ou tel autre, chacun va donner des définitions et ils pourront peut-être vous dire d'ailleurs le Kaizen est un de leurs outils. Oui, on peut percevoir le Kaizen parfois comme un outil, mais en réalité, le Kaizen est une philosophie et qui utilise plus de 300 outils. Et tous les outils du management de la qualité que vous connaissez font partie des outils du Kaizen. Mais qu'est-ce qui fait que votre activité quotidienne devienne une activité Kaizen? C'est-à-dire qu'on considère que vous prenez en compte la philosophie et l'approche Kaizen. Il y a 5 choses essentielles. Que vous soyez comptable, physicien, chimiste, balayeur ou n'importe quoi, lorsque vous faites ces 5 choses, vous faites votre travail en appliquant ces 5 choses, on dira que vous faites du Kaizen. La première chose, c'est que ça doit être participatif. C'est-à-dire, si vous êtes cadre, chef, collègue ou n'importe qui dans l'organisation, est-ce que le travail que vous faites prend en compte l'apport des autres acteurs? Est-ce que vous prenez en compte leur point de vue? Est-ce qu'ils participent? Si c'est oui, alors ce que vous faites, est-ce que c'est continu? Est-ce que vous le faites seulement de temps en temps ou alors c'est une approche que vous appliquez de manière continuelle, régulière, permanente? Si c'est oui, on va au troisième principe. Est-ce que ça a une approche scientifique? Est-ce que c'est rationnel? Lorsqu'on dit qu'on était à l'état initial, à l'instant T, on était à l'état X et qu'à l'instant T plus 2, on est à l'état Y, est-ce qu'on a les moyens de dire à l'instant T, voici, on était à tel niveau, on a appliqué telle technique et on a obtenu tel résultat? Ça veut dire que lorsqu'on applique le Kaizen, ça ne doit pas être quelque chose de virtuel. On doit pouvoir mesurer. Se dire, mon entreprise, mon organisation, à la maison, lorsque je cherche quelque chose ou lorsque je veux produire un service, je perds trop de temps, j'ai toujours des retards, la qualité n'est pas toujours satisfaisante, j'ai des retours produits. Voilà, j'ai des indicateurs qui montrent que j'ai eu 5 retours produits sur 20 produits livrés. Ou alors que généralement, j'ai été en retard dans 20 ou 30% des cas. Maintenant, qu'est-ce que je fais? De manière participative avec mes collaborateurs, mes collègues, nous réfléchissons, on propose des solutions qu'on applique de manière continue en mesurant pour voir si on est en train d'améliorer notre situation. Et s'il savait qu'on est en train d'améliorer notre situation, et même si on ne l'a pas améliorée, il faudrait que le quatrième principe soit appliqué. Est-ce que c'est économe? Est-ce que l'amélioration génère des grands coûts? Oui, si ça génère de grands coûts, ce n'est pas du Kaizen. Ça veut dire quoi? Je produis 10 unités à l'heure aujourd'hui, alors que la demande est de 20 unités, par exemple. C'est-à-dire que la norme sur le marché de mes concurrents, c'est 20, mais moi, je suis à 10 unités à l'heure. Et je vais améliorer. Si je décide d'acheter une machine qui me permet de passer de 10 à 20, je n'ai pas fait du Kaizen. J'ai fait de l'innovation scientifique. J'ai acheté un équipement. Mais si je décide d'analyser mon process de production, la motivation de mes collaborateurs, de les impliquer et qu'ensemble, on trouve une manière de mieux faire notre travail et que nous passons de 10 à 11, ensuite à 12 et peut-être à 20 au bout d'un certain temps qu'on s'est donné, alors on est en train de faire du Kaizen parce qu'automatiquement, ça génère moins de coûts. Et si on est en train de mesurer et qu'on l'a fait de manière continue et participative, évidemment. Et il faudrait, le dernier principe, le dernier pilier, c'est que ce doit être universel. Parce que nous l'avons fait d'une manière constructive. On a construit notre système. On a pensé ce qu'on voulait faire. Ensemble, on a essayé. Lorsqu'on a échoué, on a corrigé. On a mesuré. On a vérifié. Et qu'on a vu que c'est bon, naturellement, ça doit être universel. Ça veut dire que quelqu'un d'autre qui vit la même situation que vous doit pouvoir appliquer la même chose et obtenir les mêmes résultats ou des résultats semblables. Donc, lorsque vous menez une activité, je dis bien quel que soit votre domaine d'activité, en prenant en compte ces 5 piliers, on dira que vous êtes en train de mettre en œuvre le Kaizen. Je me résume. Participatif, continu, approche scientifique, c'est-à-dire mesurable, économe, on dépense le moins possible, et universel, ça peut s'appliquer à tout autre environnement similaire dans les conditions semblables. Et lorsque vous le faites, automatiquement, les résultats que vous pouvez obtenir sont nombreux. Je vais citer les 6 principaux. L'amélioration du niveau de la qualité de la productivité de services avec réduction des coûts et des délais de livraison.
Parce que naturellement, vous avez identifié un problème, vous avez ensemble réfléchi pour trouver une solution et vous avez implémenté, vous avez corrigé au fur et à mesure en appliquant le cycle PDCA et vous avez naturellement des améliorations. Même si vous passez de 1 à 1,5, c'est déjà un pas supplémentaire, surtout lorsque vous n'avez pas dépensé beaucoup d'argent. Ensuite, il y a un changement d'état d'esprit des managers et des employés. Oui, lorsque c'est participatif, lorsque les employés sont impliqués, lorsqu'ils ont l'impression que leur avis compte et qu'ils se rendent compte que leurs propositions ont été prises en considération et ont fini par apporter un plus, ils se sentent plus impliqués dans le travail. Ils se sentent plus respectés et ils ont une meilleure conscience de l'apport de leur travail dans la société. Naturellement, ça change la vision du manager. Parce qu'un manager qui n'implique pas son personnel, très souvent, il va dire de certains de ses employés, ce sont des bras cassés. Mais parce qu'ils n'ont jamais eu l'opportunité de travailler de près avec ces personnes pour se rendre compte que même s'ils n'ont pas les mêmes idées, ces personnes ont quand même une façon de voir des choses qui peut apporter un plus. Donc, en travaillant ensemble, le manager finit par se découvrir qu'il a des employés qui sont plus performants, plus engagés que ce qu'il pensait. Et les employés, de leur côté, prennent conscience de ce que leur apport est pris en considération dans l'entreprise et ils sont naturellement plus impliqués. Donc, ce qui entraîne naturellement le troisième résultat, qui est le fait que le personnel se sent capable de prendre maintenant des initiatives. C'est-à-dire qu'ils veulent améliorer. On ne dit plus, ah, c'est l'affaire du boss. Parce qu'en général, c'est ça. Ah, c'est son entreprise. S'il ne veut pas, il laisse. De toutes les façons, même si on propose, est-ce qu'il va écouter? Mais en réalité, ce n'est pas son entreprise, c'est notre entreprise. Parce que nous sommes dans le même bateau. C'est grâce à cette entreprise que nous nourrissons notre famille. Et lui, il est en haut. Il a de quoi, parfois, je dirais, il a très souvent un petit parachute. Ça veut dire, si ça tombe, c'est vous qui êtes en bas qui chutez les premiers. Donc, vous devez prendre l'entreprise plus au sérieux même que le patron. Et avec le Kaizen, cet état d'esprit-là est installé. Donc, l'équipe est motivée, encouragée, et il y a une meilleure amélioration et une meilleure communication au sein de l'entreprise et au sein des équipes, parce que chacun participe. On essaye des choses ensemble. On est content des résultats ensemble. Et lorsqu'on a échoué, ensemble, on pleure et on se demande qu'est-ce qu'on peut faire de mieux. Et naturellement, on crée une organisation forte qui continue à évoluer, à se développer de manière continue. Et l'environnement du travail ne peut qu'être plus confortable. Le travail, le lieu de travail devient un lieu agréable où on a envie de passer sa journée. Donc, voilà un exemple de Kaizen. Lorsque je donne toutes ces grosses théories au départ, on peut penser que ce sont des choses qui sont éloignées de nous. Mais si vous observez cette porte, voilà un service des ressources humaines. Vous savez qu'il y a des dossiers importants dans les services des ressources humaines. Le simple fait qu'un employé X peut connaître le salaire de l'employé Y peut entraîner des problèmes sociaux importants dans l'entreprise et même des démissions. Donc, c'est des informations confidentielles qui ne devraient pas être accessibles à tous. Mais nous savons que dans nos environnements, les PME n'ont pas les moyens d'avoir des bureaux pour tous les responsables. Parfois, le même bureau sert à plusieurs personnes. Mais ici, les employés se sont mis ensemble, ils ont réfléchi, ils ont dit, ben, comment on fait pour que tout le monde soit servi sans être obligé d'entrer dans ce bureau? Et à la fin, ils ont juste divisé la porte en deux. La première partie, lorsqu'elle est fermée, sort de comptoir, dont les autres qui ont besoin de services, quand ils viennent, ils s'arrêtent là et on leur donne ce qu'ils veulent. Donc, on les sert sans qu'ils ne soient obligés d'entrer. Vous voyez, on obtient un résultat. Les documents sont confidentiels, sont en sécurité. Les gens ne peuvent pas accéder. Le service pour lequel ils sont amenés à venir dans ce bureau, ils l'obtiennent quand même parce qu'une fenêtre a été ouverte et on peut les servir comme sur un comptoir. Et vous voyez, l'entreprise n'a pas eu besoin de dépenser de l'argent, de louer de nouveaux bâtiments. Il y a eu juste l'idée de diviser la porte en deux. Voilà un exemple banal de Kaizen qui peut s'appliquer dans une de nos organisations. Donc, le Kaizen au Cameroun est appliqué depuis pratiquement 2016. Le projet Kaizen a formé déjà des consultants depuis 2016. Et le projet Kaizen Cameroun est constitué d'environ 32 outils et qui se sont, cette année, ont été ajoutés. Il y a de nouveaux outils qui ne sont pas ici parce qu'ils ne sont pas encore totalement implémentés sur le terrain. Mais vous pouvez vous rendre compte quand même qu'il y a énormément d'outils qui sont inclus dans le Kaizen. Donc, ce sont des outils du Kaizen. Que ce soit, et le 5S n'est qu'un de ces outils. Et c'est cette relation que je voulais qu'on comprenne. Quand on dit 5S Kaizen, ça veut dire 5S comme outil du Kaizen. Le Kaizen a plusieurs outils. Le 5 pourquoi, le QC Story, le PDCA,
le troisième, le Shindan, qui veut dire encore diagnostic, la visualisation, les 5 nouveaux outils de la qualité, les 7 anciens outils de la qualité. Il y a beaucoup d'outils, le just-in-time, le Kanban, l'ingénierie industrielle. Tout ça sont des outils du Kaizen. Nous allons dans la suite nous intéresser à un seul, celui pour lequel nous nous sommes retrouvés ce soir, le 5S. Comme vous pouvez l'observer sur cette image, lors d'ailleurs du premier cours avec M. Ekambi, que je salue par ailleurs, vous avez parlé des 7 gaspillages. Sur cette première image, c'est-à-dire avant, vous pouvez vous rendre compte qu'il y a pratiquement les 7 gaspillages peuvent se retrouver là-dedans. Il y avait la surproduction. On peut avoir certains documents-là, on peut avoir des quantités plus importantes que ce dont on a besoin. Les temps d'attente sont importants. Si on va à Yaoundé, dans certains de nos bureaux administratifs, vous avez des bureaux similaires. Même dans certaines entreprises qui ont déjà un certain âge, vous avez des salles d'archives et des bureaux de comptabilité qui ne sont pas très loin de ceci. Alors, lorsque vous avez besoin d'un document, il y a des temps d'attente. Il y a des mouvements inutiles parce que pour chercher un document, on doit retourner beaucoup de choses. On doit parfois, quand c'est administratif, corrompre parce qu'on pense que ce gars qui ne nous donne pas le document, c'est parce qu'il attend qu'on lui donne quelque chose. Mais en réalité, c'est que son environnement de travail ne lui permet pas d'avoir le document au moment où il en a besoin. Vous voyez, il n'y a pas de confort. Il peut y avoir beaucoup d'erreurs dans le traitement. Mais lorsqu'on passe à la photo d'après, vous voyez que c'est une autre salle. C'est le même lieu de travail, mais si vous avez besoin d'un document, vous pouvez le retrouver en quelques secondes, voire quelques minutes, voire quelques secondes. Là où il n'y avait pas où s'asseoir, de l'autre côté, vous voyez qu'on peut avoir plusieurs personnes, plusieurs postes de travail. On peut recevoir l'usager d'une manière plus confortable. Et je vais vous dire, celui qui a le bureau d'avant, lorsque son ami doit venir lui rendre visite à la pause de midi, il dit, lorsque tu arrives à l'angle de notre entreprise, fais-moi signe. Dès qu'il a fait signe, il lui dit, attends, j'arrive. Il te trouve dehors et vous allez ensemble au restaurant d'à côté. Mais lorsque c'est le bureau d'à droite, je vous assure, lorsque vous êtes dehors, il dit, ah, viens d'abord faire un tour au bureau. Pourquoi? Parce qu'il se sent confortable dans son espace de travail. C'est professionnel. Il peut être productif dans un tel espace de travail. Qu'est-ce qui nous permet de passer de la photo d'avant à la photo d'après? Beaucoup diront c'est le nettoyage. D'autres diront on a rangé. Oui, mais comment on fait pour obtenir quelque chose qui soit productif? C'est le 5S Kaizen, c'est le 5S, l'outil 5S qui est appliqué à la photo, à la salle d'avant pour obtenir la salle d'après. Nous allons donc ensemble voir ce que c'est que le 5S. 5S, c'est à la fois une technique, donc 5S, c'est aussi une succession de 5 mots qui commencent tous par la lettre S, mais également, c'est une approche qui permet d'éliminer les gaspillages. Le premier S, c'est séparer. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Sélectionner l'utile et supprimer l'inutile, c'est débarrasser de l'inutile. Ça veut dire quoi? Je suis à mon poste de travail. Ou, quand je dis poste de travail, ça peut être ma chambre, ça peut être mon bureau, ça peut être la cuisine, ça peut être l'atelier. Et je me pose une question. Qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce que j'ai besoin pour faire mon travail ici? Tout ce dont j'ai besoin pour faire mon travail est utile. Je mets d'un côté. Tout ce dont je n'ai pas besoin pour faire mon travail et que ces choses se retrouvent quand même à mon poste de travail sont des choses inutiles. Inutiles et je dois les éliminer. Attention, quand je dis les éliminer, c'est les éliminer de mon poste de travail. Ce n'est pas les jeter. Parce que dans ce qui est inutile dans mon poste de travail, il y a maintenant ce qui n'est vraiment pas utile nulle part. Donc là, c'est la poubelle. Et il y a ce qui est utile dans un autre poste de travail. Je dois l'envoyer dans le poste de travail qui en a le plus besoin. Mais ce n'est pas ce que nous voyons dans nos entreprises. Certains concentrent beaucoup d'outils dans leurs entreprises ou même à la maison, dans un lieu précis de la maison, au nom du soi-disant contrôle. Et tout le monde est obligé de se mouvoir vers ce poste-là quand on a besoin de quelque chose. Et parfois, on pense qu'on n'en a pas dans l'entreprise alors que ça sature dans un autre poste. C'est uniquement ce qui a passé l'épreuve du premier S qui va au second S. C'est-à-dire l'inutile à mon poste de travail a été débarrassé. Je passe au deuxième S qui est situé. Je m'intéresse donc uniquement à ce qui est utile à mon poste de travail. Ce qui est utile à mon poste de travail, je dois donc le ranger d'une manière à ce que chacun ait sa place. De la même manière que chaque être humain a sa maison et dans sa maison a sa chambre. Dans sa chambre, il y a un lit et même sur son lit, il a sa place pour ceux qui sont mariés.
et savent très bien que chacun a sa place en général. Même quand on vit seul sur son lit, on a sa place. Je ne suis pas sûr qu'on dort toujours partout sur son lit. Bon, c'était juste une petite blague. Donc, de la même manière, chaque outil de travail autour de nous doit avoir une place précise. C'est-à-dire, même dans l'obscurité, d'un réflexe, je peux envoyer la main et prendre ce qui est important pour mon travail. Donc, le situer, là veut dire, je mets les choses de manière à ce que je puisse faire le plus rapidement possible mon travail. Et si j'ai mis ces choses-là, comme il se doit, si je suis gaucher, par exemple, est-ce que je dois mettre ma souris à droite? Non, je vais la mettre à gauche. Ce n'est pas parce que j'ai trouvé un ordinateur à une position où la souris était à droite, moi je suis plus rapide de la main gauche, je dis non, comme c'est comme ça, il faut que je commence à me débrouiller. Non. Ce qui marche pour moi ne marche pas forcément pour mon collègue. Donc, chacun à son poste de travail repositionne ses outils de la manière qui lui permet d'être le plus efficace et le plus efficient dans son travail. Et ensuite, on s'assure que c'est propre, que ça brille. On est au troisième S. Et j'aimerais bien rappeler que dans le troisième S, il ne s'agit pas seulement de propreté, mais il s'agit aussi de maintenance. Parce qu'il y a ce qu'on appelle la maintenance de premier niveau. Lorsque vous nettoyez un équipement, pour ceux qui ont des véhicules ou des motos, ils savent que lorsqu'ils lavent très bien leur véhicule, leur moto, lorsqu'on conduit le véhicule, la moto, on a l'impression que ça marche mieux, ça a un meilleur ronflement. Donc, même le fer est conscient de ce qu'on l'a nettoyé. Je ne sais pas si le fer a une vie, mais bizarrement, lorsque votre véhicule est propre, il se comporte mieux. Donc, ça veut dire, au troisième S, nettoyez vos équipements de travail, entretenez vos ordinateurs, votre outil de production, à la cuisine, partout. L'outil de production doit être entretenu, nettoyé soigneusement. Ça, c'est au troisième S. Parce qu'au moment où on le nettoie, c'est à ce moment qu'on peut se rendre compte qu'il y a une fuite d'huile, qu'il y a quelque chose qui est sur le point de se casser. Et là, ça nous permet d'anticiper, de ne pas attendre que la machine se casse au moment où on voulait produire, mais de pouvoir directement commencer à se préparer, à arrêter nous-mêmes la machine au moment qui est le plus propice pour remplacer la pièce et pouvoir continuer notre travail sans qu'il y ait de temps d'arrêt, parce que nous les avons planifiés. Et si on a fait les trois, Pourquoi moi j'ai un problème là? Allô Isidore? Allô Isidore? Nous avons perdu Isidore. Patientez un peu, je vais essayer de le récupérer, s'il vous plaît. Wow. Je vais essayer de le récupérer. Il n'est malheureusement pas en ligne. Ah, il est là. Je le vois en ligne. Pourtant, son micro, j'active le micro. Je ne sais pas pourquoi son micro s'est arrêté. Voilà, c'est mon micro qui était fermé. Je t'entendais parfaitement. Je ne sais Ah, pas pourquoi d'accord. Wow. Voilà. Je ne sais pas à quel niveau on a été coupé. Nous étions où? Bon, certainement, je crois sur le quatrième S. Et le fichier n'est plus partagé. Ok, je le partage à nouveau. Non, oui, je crois que nous étions sur le quatrième S. Nous étions en train de passer du troisième au quatrième. Il est partagé Oui. maintenant? Oui, c'est bon. Oui. Ok. Je disais donc que, en général, lorsqu'on a appliqué les trois premiers S, c'est le plus facile. Parce qu'à la fin, on est content, on a un certain niveau de résultat. Mais comment nous faisons pour maintenir cela? C'est ça le plus difficile.
lorsque vous allez dans des grandes entreprises bien organisées, tout service que vous demandez, toute information que vous demandez en général, on peut vous donner l'information en quelques minutes. On peut contrôler votre dossier en quelques minutes. Pourquoi? Parce qu'il y a ce niveau d'organisation. Pourquoi dans le PME, ce n'est pas la même chose? Parce qu'on n'arrive pas à standardiser. C'est-à-dire, certains employés vont faire un excellent travail et d'autres auront de la peine à le faire. C'est là que se situe la première difficulté. Les trois premiers S, c'est généralement du travail manuel en quelque sorte, associé également évidemment avec un certain niveau de réflexion, du bon sens pour se demander comment faire. On essaye jusqu'à trouver ce qui marche le mieux. Mais à partir du quatrième S, c'est du management. C'est-à-dire, il faut se demander l'organisation, la gestion, l'organe de gestion de l'entreprise, les chefs d'entreprise, les cadres doivent se demander comment on fait pour standardiser, pour maintenir le niveau de performance que nous avions déjà. Et enfin, on suit les règles qui est le cinquième S. Nous allons en détail revoir ces S-là. Le premier, ça semble élémentaire de dire supprimer l'utile et supprimer l'inutile et garder l'utile. Mais en général, lorsqu'on va dans la pratique, et j'ai eu la chance de le faire dans un peu plus d'une centaine d'entreprises déjà, les gens ont de la peine à supprimer des choses à leur poste de travail. Quelque chose leur semble très important. Alors, je suggère que vous vous posiez quelques questions. Ai-je réellement besoin de cet objet? Vais-je réellement le réutiliser un jour? Quand est-ce que je l'ai utilisé pour la dernière fois? Chaque fois qu'il y a un poste de travail à la maison et n'importe où, vous avez, ça fait 6 mois, 1 an que vous n'avez pas utilisé une chose, demandez-vous si cette chose en vaut vraiment la peine encore. Est-ce que vous avez vraiment besoin de cette chose encore? J'aime dire généralement quand j'enseigne le CS que la friperie et la brocante, ce n'est pas réservé de l'Europe vers l'Afrique. Nous aussi, on peut faire de la brocante. En fait, c'est notre égoïsme qui nous pousse à ne pas faire de la brocante. Parce qu'en général, si on va dans chacune de nos garde-robes, on va trouver que près de 25%, et je dirais même près de 50% quand il s'agit d'une certaine typologie de personnes, par exemple les dames, près de 50% des vêtements dans leur garde-robe, parfois elles font une année sans toucher. Mais pourquoi ne pas offrir aux gens? Pourquoi ne pas offrir? Pourquoi ne pas mettre en vente? Pourquoi ne pas faire un don? Mais on va garder, et comme la mode est cyclique, le jour où on va enlever, ce n'est plus à la mode, on va jeter. En réalité, c'est de l'égoïsme. Donc, si on applique le CS, si à partir d'aujourd'hui, dès demain matin, pour ceux qui auront du temps, vous décidez, vous vous posez ces questions dans votre garde-robe, dans votre chambre, vous allez vous rendre compte que vous risquez de diminuer de près de 25%, voire 50%, un certain nombre de choses et gagner plus d'espace. Donc, est-ce que je me souvenais que j'avais même cela? En pratiquant le CS, parfois nous nous sommes rendus compte des entreprises, que les chefs d'entreprise découvraient qu'ils avaient une quantité d'équipements, un certain matériel, ils avaient déjà oublié l'existence. Parfois, on passe la commande et dit on n'en a pas. Parfois, ils ont un travail à aller faire sur le chantier, ils ne peuvent pas faire, ils achètent alors qu'ils en ont en stock. Pourquoi? Parce que c'est rangé quelque part sous des déchets ou alors encombré par un autre matériel qu'on voit en premier, on ne sait pas qu'il y a quelque chose d'autre de plus important en arrière-plan. Donc, lorsque vous l'avez fait, quand vous vous êtes posé ces questions, naturellement, vous pouvez donc séparer ce qui est utile de ce qui n'est pas utile et se débarrasser de ce qui n'est pas utile. Ne gardez que ce qui est vraiment utile. C'est vraiment important d'être courageux. Ça, c'est l'une des phases les plus difficiles. Ça semble élémentaire. Et c'est ça qui peut vous prouver que le 5S n'est pas un travail de nettoyage. Parce que votre femme de ménage, les personnes qui font le ménage, que ce soit hommes ou femmes de ménage, ne sont pas capables de décider de ce genre de choses. Vous seul pouvez décider de ce qui doit être éliminé à votre poste de travail, du document qui n'est plus important, de la robe que vous n'avez plus besoin de porter, de la chaussure que vous pouvez offrir à votre cousin ou à un employé qui est venu chez vous. Vous seul pouvez le faire. Et lorsque vous avez passé cette étape-là, vous pouvez donc évoluer. Et j'aime bien rappeler cette anecdote. Une dame qui devait faire un déménagement et lorsqu'elle a fini son déménagement, elle a été surprise de se rendre compte qu'elle a payé très cher pour ce déménagement. En fait, elle a payé un grand camion pour déménager. Mais au final, lorsqu'elle a regardé, elle a vu qu'elle avait transporté tellement de choses qui ne servaient plus à rien. Les jouets des enfants, les enfants étaient déjà grands, mais tout ce qui était dans les garde-robes, tout ce qui ne servait plus à rien.
ben vous voyez, c'est du gaspillage. Si ce travail avait été fait en amont, au lieu de prendre une camionnette, on serait parti avec une petite fourgonnette. Peut-être même d'autres le font en taxi. Donc, le 5S, le premier S, éliminer l'inutile et ne garder que l'utile, c'est très important. Ensuite, on passe au deuxième S, qui est aussi très important. Parce que c'est à partir de ce moment que la productivité commence à intervenir. Si vous positionnez mal les choses, vous n'aurez pas facilement accès à cela. Imaginez-vous que vous devez prendre, vous utilisez par exemple votre stylo et qu'à chaque fois, vous devez vous lever, faire 5 pas pour aller prendre le stylo. Vous voyez qu'à la fin de la journée, si vous faites cette opération 20-30 fois, on vous aura payé pour utiliser votre cerveau, mais en réalité, vous aurez passé la journée à utiliser vos pieds. Ça veut dire que vous êtes contre-productif. Parce que lorsqu'on vous paye pour le cerveau, il faut que ce soit le cerveau qui travaille et non les pieds. Donc, il faut éliminer les mouvements inutiles. Du coup, il est important de décider de l'endroit et de la méthode de rangement la plus optimale en fonction du type de produit. Si ce sont mes outils de travail, je dois me demander qu'est-ce qui est plus lourd? Qu'est-ce que j'ai le plus besoin régulièrement? Ce qui est très régulier, ce dont j'ai besoin régulièrement doit être à côté de moi et facilement accessible. Ce dont j'ai moyennement besoin doit être un peu plus loin. Et ce dont j'ai besoin très rarement doit être rangé au magasin ou à une distance un peu plus éloignée. Donc, on ne doit pas intervertir. Maintenant, en même temps, les choses qui sont lourdes doivent être en bas, alors que les choses légères doivent être en haut. Et dans tous les cas, je dois m'arranger à faire en sorte que je puisse piloter autour de moi comme un pilote dans son avion. C'est-à-dire, je dois pouvoir faire 190 degrés de ma gauche vers la droite ou de la droite vers la gauche et avoir accès à la plupart des choses dont j'ai besoin pour faire mon travail. Donc, vous voyez qu'ici, en réalité, vous devez pouvoir positionner les choses, vous asseoir, essayer, voir si ça vous permet de bien faire. Si ça ne marche pas comme vous voulez, vous corrigez. Donc, ici, on essaye jusqu'à obtenir la méthode ou la position qui nous permet d'être le plus efficace et le plus efficient dans notre travail. Et en ce moment-là, lorsqu'on l'a obtenu, on doit faire en sorte que nul n'en ignore. Donc, on étiquette. On fait quelque chose. On peut dessiner, faire un trait qui dessine la chose en sorte que quand quelqu'un d'autre vient, qu'il sache exactement, il voit bien qu'il y a le dessin de l'outil, c'est de la souris, c'est là que je dois déposer. Si c'est peut-être un cahier, c'est ici. Chaque chose a et il y a une étiquette. Tu me donnes 10 000. Vous voyez, il faut que ce soit systématique, que ce soit quotidien. Je vous donne un exemple simple. Certaines personnes disent, moi, je dois faire le 5S en fin de semaine. Quand vous venez, vous trouvez que leurs bureaux ne sont pas assez rangés et qu'ils perdent beaucoup de temps pour vous donner des informations ou pour pouvoir produire leur travail. Ils ont tendance à vous dire, ah ben non, en fin de semaine, je vais mettre de l'ordre. C'est la mauvaise option. Parce que ça revient simplement à dire quoi? Qu'à chaque instant, vous produisez utile. Chaque fois qu'il y a quelque chose qui n'est pas utile, au lieu de mettre à la poubelle, vous déposez d'abord sur votre table. À un moment, à la fin de la semaine, tout ça est mélangé avec ce qui est utile. Et vous êtes obligé de vous arrêter maintenant 1 heure ou 2 heures de temps pour remettre de l'ordre. Ça devient du temps perdu. Vous êtes contre-productif. Ce qu'il faut faire, c'est plutôt trouver le moyen de systématiser le process. Mettre à côté de vous, par exemple, une poubelle, avoir un critère d'élimination des documents. À la fin de la journée, ou chaque fois que j'ai fini avec un document, si je dois le ranger, je le mets directement à sa position, dans son dossier, dans son classeur. S'il est inutile, je le mets directement à la poubelle. S'il est sensible, il est inutile et il est sensible, je le fais broyer directement. Et ça fait que j'élimine au fur et à mesure. Donc, à ce moment, le CS n'est plus un travail en dehors du travail. Il fait partie intégrante de la manière de faire notre travail de manière efficace. Donc, c'est très important de prendre cela en considération. Et évidemment, comme je vous ai dit, c'est à ce moment aussi qu'il faut assurer le nettoyage de vos équipements. Vos équipements vifs, ceux qui ont des véhicules, des motos, peuvent le savoir, peuvent me le confirmer.
quand ils sont bien nettoyés, bien entretenus, ils se comportent mieux. Et d'ailleurs, quand vous prenez votre bain, vous pouvez confirmer que votre état de santé est meilleur. Vous vous sentez un peu revigoré. C'est la même chose avec les outils. On passe au 4e S. Les 3 premiers, comme je l'ai dit plus haut, c'est un travail de terrain qui peut se faire par tous les employés de l'entreprise. Mais le 4e et le 5e, les managers doivent avoir un regard plus accentué parce qu'il s'agit ici d'établir les règles qui permettent de maintenir le bon fonctionnement qu'on a obtenu en appliquant les 3 premiers S. Ça veut dire quoi concrètement? Si c'est une question de visualisation, nous nous sommes rendus compte, si vous voyez les 2 images, la première, on a tracé un chemin, il y a des machines et on a donné un chemin où tout le monde devrait passer. Ça évite des accidents de travail. Ça fait que si on vous voit en dehors de ce chemin à côté d'un équipement, si quelque chose est perdu là-bas, vous êtes suspect parce que vous n'êtes pas supposé s'y retrouver. Mais s'il n'y avait pas ces lignes jaunes qui indiquent clairement où vous devez passer, on n'aurait pas la possibilité d'avoir ce même jugement et on pourrait augmenter des accidents de travail. Donc, si on a tout positionné dans l'usine et qu'on a vu que voici là où les gens devraient circuler pour que notre travail soit efficace et efficient, on matérialise. C'est à peu près la même chose avec les documents en bas. Vous voyez, si on enlève un classeur, la ligne qui a été mise avec du scotch, parce que c'est le scotch qu'on a étalé et on a découpé, et un morceau est resté sur chaque classeur. Donc, si je change de position des classeurs, automatiquement, le premier venu se rend compte que quelque chose a changé. Donc, je peux, du premier réflexe, prendre le document au bon endroit. Toujours envoyer, quand il s'agit du document B, j'envoie la main toujours au même endroit parce que c'est sa position. Et si quelqu'un d'autre est venu toucher, je vais m'en rendre compte. Maintenant, comme je l'ai dit, c'est au 4e S qu'on intègre les activités de suppression systématique du gaspillage. C'est-à-dire, on prend les mesures qui nous permettent de ne pas retomber dans la situation d'avant. Parce que s'il faut chaque fois refaire la même chose, s'arrêter pour réarranger, nettoyer et autres, on n'est pas en train d'avancer. Ce qu'il faut faire, c'est plutôt faire en sorte que l'état qu'on a obtenu le meilleur soit, le meilleur état qu'on a obtenu aujourd'hui soit la base minimale. Parce que demain, ça doit être mieux. Et après-demain doit être encore mieux que demain. On ne doit qu'avancer. Et pour cela, il faut intégrer des activités de suppression systématique. Il faut maintenir les règles. Et je dirais, d'une manière générale, ici, on peut établir des procédures. Ici, on peut établir des fiches de poste pour standardiser, pour mettre certaines activités dans les fonctions des gens. Ici, on peut faire des notes de service. Ici, on peut décider de faire des registres de présence parce qu'on n'en avait pas. Parce qu'on veut établir comme règle un certain nombre de choses que nous avons décidées. C'est ici qu'on peut faire un programme de nettoyage. C'est ici qu'on peut créer une journée CS. Toutes ces choses sont des éléments qui contribuent à standardiser. Évidemment, dans d'autres courants philosophiques, les gens vous diront que le 4e S, c'est juste maintenir les 3 premiers S tels qu'ils ne vont pas voir la dimension managériale. Mais en Afrique, cette dimension managériale est très importante. Parce que nous sommes dans un contexte où la mentalité n'est pas toujours propice à l'amélioration continue. Donc, du coup, ce qui a bien marché, il faut trouver le moyen d'intégrer des règles qui permettent que cela reste ainsi. Je dirais même de force, parce que c'est les employeurs qui auront proposé cela. Alors, il faut les amener à créer des fiches de poste, à créer des procédures, à créer des notes de service et tout ce qui va pour qu'on maintienne le niveau de performance que nous avions eu précédemment. Et évidemment, le 4e S, c'est comment on fait pour suivre. S'il n'y a pas un manager, s'il n'y a pas un leader, s'il n'y a pas un comité qualité mis en place, ce que nous avons très bien fait aujourd'hui, après, chacun le fera à sa manière et au bout de quelques mois, on va retomber à l'état initial. Donc, il est important qu'il y ait des réunions régulières, il est important qu'on fasse des évaluations, il est important qu'on encourage ceux qui se distinguent par la qualité de leur travail, par la qualité de leur activité. Il est important qu'on mette en place des mesures, des indicateurs de performance. On doit pouvoir mesurer. Si nous voulions éliminer le gaspillage sur, par exemple, au niveau de l'inventaire, c'est-à-dire dans notre magasin, vous allez dans plusieurs entreprises aujourd'hui, vous passez une commande, la machine dit qu'il y en a, quand on revient, on vous dit « ah, c'est fini ». Ou alors c'est l'inverse, la machine dit qu'il y en a pas, l'employé que vous avez vu vous dit qu'il y en a, parce qu'on n'avait pas introduit dans la machine, vous voyez, parce qu'il n'y a pas toujours
le système d'inventaire ne marche pas. Beaucoup d'organisations ne sont même pas capables de faire d'inventaire régulièrement. Supposons donc que le 5S a été mis en place dans le but d'améliorer le niveau d'inventaire dans nos magasins, de pouvoir le faire en quelques minutes, de pouvoir voir du premier coup d'œil ce qu'on a en stock. Alors, ça veut dire qu'on peut mesurer avant le 5S, en combien de temps est-ce que nous servions un client? En combien on pouvait faire une mobilisation de chantier? En combien de temps est-ce qu'on pouvait préparer un matériel ou préparer une demande client? Après le 5S, en combien de temps est-ce qu'on le fait? Peut-être qu'on est passé 4 heures, 1 heure. Si on s'arrête à ça, c'est seulement bon quelques jours. Et après, on sera comme Orange Money et Espagnon. Espagnon n'a pas eu besoin de baisser son niveau de qualité pour passer du lendemain, position de leader, position de suiveur. C'est juste que si vous n'évoluez pas, vous êtes en train de reculer et vous allez vous réveiller en vous rendant compte que vos concurrents sont beaucoup plus loin que vous. Donc, même si vous avez amélioré de 4 heures à 1 heure, il faut se projeter comment on fait pour passer à 30 minutes, comment on fait pour passer à 15 minutes. Donc, du coup, on met des petites primes qui sont attachées à ces indicateurs de performance qui visent à améliorer votre productivité. Donc, toutes ces mesures qui sont prises par les managers et ces primes nous sont toujours pécuniaires ou financiers. Ça peut être des certificats ou des reconnaissances, des remerciements, adresses personnelles suffisants. Donc, toutes ces choses que les managers dans le 5e S, c'est-à-dire le suivi. On suivre les règles et progresser. On enclenche le cycle PDCA. Chaque fois on planifie, on fait, on contrôle si c'est bon ou si ce n'est pas bon, on prend des mesures correctives, soit pour maintenir ce qui était bon et passer à un niveau supérieur, soit pour corriger ce qui n'a pas marché. Et on recommence le même cycle. Ça, on est au CMS. Lorsque vous pratiquez toutes ces choses, vous pouvez éliminer les 7 gaspillages que M. Ekambi vous a énumérés la dernière fois. Donc, il faut dire que le 5S peut s'appliquer dans une organisation sur le plan technique. Ça veut dire que l'organisation qui produit des tomates, par exemple, n'aura pas les mêmes problèmes qu'un cabinet d'expertise comptable. Ils n'ont pas la même problématique. Donc, on peut choisir un thème 5S qui a trait à l'organisation qui produit, par exemple, des tomates, à comment est-ce qu'on va stocker les tomates, comment est-ce qu'on va gérer le flux de manière à ce qu'il n'y ait pas des avaries. Les gaspillages auxquels on sera confronté, ce ne sont pas les mêmes gaspillages auxquels on est confronté si on est dans un milieu d'expertise comptable, ou alors parce que là-bas, c'est plutôt lorsqu'on a besoin de documents, on ne va pas trouver, on va chercher la DS du client qu'on ne va pas voir, on ne va pas pouvoir répondre aux doléances du client à temps, on ne va pas pouvoir lui donner l'information à autre. Vous voyez, les thématiques seront différentes. Donc, ces gaspillages ne se retrouvent pas forcément dans la même organisation. Et c'est à vous d'identifier lesquels de ces gaspillages sont les plus marquants dans votre organisation, qui entraînent le plus de pertes d'argent ou le plus de pertes de temps ou le plus de pertes de productivité et vous attaquez dessus en engageant des activités 5S orientées vers ces gaspillages. Ce qui est sûr, lorsque vous avez réussi dans un segment de l'entreprise et que ça marche très bien, vous pouvez maintenant dupliquer dans un autre segment. Et ça revient à l'autre aspect de la standardisation, qui vise aussi à dire ce qui a très bien marché dans le bureau, nous pouvons l'étendre dans l'autre bureau. Ce qui a très bien marché dans une agence, nous pouvons l'étendre dans l'autre agence. Ce qui a très bien marché dans une chambre, on l'étend dans toute la maison. Et si vous voyez très bien les grandes entreprises, Orange, MTN et autres, ont exactement où que vous alliez, lorsque vous voyez seulement les couleurs Total, que vous soyez au Cameroun ou hors du Cameroun, les stations Total sont quasiment les mêmes. Les couleurs d'Orange, tout au Cameroun, sont quasiment les mêmes, même pas seulement au Cameroun, même dans d'autres pays africains. J'ai vu, c'est exactement les mêmes couleurs, c'est le même branding. Ça fait partie des éléments de standardisation. Ce qu'on a essayé et qui a très bien marché, on duplique partout. Lorsque vous avez appliqué ces éléments-là, vous avez des résultats, comme ceux qui sont en image là. Vous voyez une similitude. Il y a le 5S qui peut s'appliquer au bureau physique, qui peut s'appliquer sur le bureau de l'ordinateur, qui peut s'appliquer en usine. Et à la fin, dans les 2 cas ou dans les 3 cas, on obtient une amélioration de notre productivité. Ça, c'est un exemple qui a été fait par exemple à GIZ, parce que d'aucuns vont penser que le 5S, c'est pour les petites organisations. Il faut aussi vous rendre compte que même les organisations internationales reçoivent des formations en 5S, payent pour ces formations à très grand coût, parce que ça améliore effectivement leur productivité.
Ça, c'est un exemple. Par exemple, il y avait énormément d'archives. On ne savait plus comment faire pour les éliminer. On pensait que toutes ces archives étaient importantes et c'est ce que généralement nous retrouvons dans nos bureaux de comptabilité. Ils vont vous dire, on ne jette rien. Mais en réalité, si on crée un document, on appelle un document durée d'utilité administrative document, c'est-à-dire pour chacun des documents, quelle est sa durée de vie? On va se rendre compte qu'il y a des documents qui ont besoin d'être après 2 ans. Ce n'est pas tous les documents qui ont besoin d'être éliminés après 10 ans. Du coup, les documents des ressources humaines, est-ce que les documents c'est tous les documents qui ont besoin d'être gardés à vie? Certains peuvent être éliminés au bout d'un certain temps pour réduire le volume de stockage des archives. Donc, il y a toujours quelque chose qu'on peut faire pour améliorer. Ça a été fait dans une petite provenderie Bafoussam. Ce que vous voyez, c'est la boutique d'une provenderie. Ce monsieur qui avait une provenderie et qui vendait déjà des aliments pour bétail, mais à côté, vendait le matériel qui va avec. Dans la photo d'avant, ses anciens clients seuls savaient qu'il vendait ce matériel et le lui demandaient de temps en temps. Et les nouveaux clients venaient acheter de la provenderie chez lui et allaient acheter les outils ailleurs. Parce que la manière dont sa petite boutique était devenue ne permettait pas qu'on puisse se rendre compte qu'il a des produits. On n'a rien ajouté là-dedans. Nous venons de voir tout à l'heure. Voilà, ça peut s'appliquer aussi aux clés. Les grandes organisations, les voitures, il y a beaucoup de voitures, beaucoup de bureaux. Vous pouvez reconnaître que parfois, on est amené pour ouvrir la porte, essayer plusieurs clés. On prend la clé d'une voiture, on va essayer sur notre voiture. On prend la clé de la porte X, on va essayer sur la porte Y. Premier vue, c'est anodin. Mais parfois, on gâte la clé. Parfois, on gâte le contact de la voiture. Parfois, on veut livrer rapidement, le client finit par avoir du retard. Parfois, à cause de... les conséquences peuvent être énormes. Pourtant, il suffit d'étiqueter. Comme c'est fait là, chaque voiture est affichée, chaque clé de voiture est affichée à sa position. Et vous, en tant que responsable, premier coup d'œil, vous pouvez voir quel véhicule est dehors. Et immédiatement, vous saurez si ce véhicule doit être dehors ou pas. Et ça permet d'avoir un meilleur contrôle. C'est ce qu'on appelle du management visuel. C'est la même chose avec les clés d'outils de travail. Ceux qui ont les véhicules savent qu'au Cameroun, nous connaissons les garages par quoi? Quand est-ce qu'on reconnaît qu'il y a un garage? Lorsqu'on voit beaucoup de vieilles voitures rangées. C'est devenu l'indicateur des garages. En réalité, c'est la preuve que ces garages ne sont pas efficients. Lorsque vous y allez, vous allez vous rendre compte que la petite pas le temps à chercher la clé pour remettre à son patron qui est sous le véhicule. Et si vous avez un véhicule, vous pouvez aussi reconnaître que parfois, les clés du garagiste se retrouvent dans votre véhicule parce qu'ils sont comme dans la photo de droite. Lorsqu'on a besoin d'une clé, on se met à fouiller. On se met à fouiller. Ça nous prend un temps fou. Alors qu'en réalité, si on fait un tableau comme celui qui est à gauche, vous allez vous rendre compte rapidement que telle clé, elle est là. En quelques secondes, vous le prenez et vous faites votre travail. Et si elle n'est pas là, immédiatement, vous vous rendez compte qu'elle n'est pas là. Soit on l'a volée, soit vous l'avez oublié quelque part et vous pouvez entreprendre une action immédiatement. Donc, c'est important de classer les outils de travail de cette manière en appliquant le 5S. C'est la même chose avec les caisses à outils. Voilà à peu près ce qui se retrouve également. C'est en regardant Canal 2 que certains employés ont découvert que leurs entreprises étaient en train de brûler. Lorsqu'on commence à montrer, et souvent on va accuser le voisin, on va accuser la sonnette, mais lorsqu'on a des câbles qui traînent de cette manière, on applique le 5S parce que ces câbles ne sont pas à leur place. Chaque chose n'est pas à sa place et ce n'est pas optimal. On n'a pas fait cela en pensant à la productivité. On a fait ça à la vite. Et les conséquences sont dramatiques. Ça peut être des accidents mortels, ça peut être des incendies, ça peut être des coups qui grillent vos équipements et vous êtes obligé de les réacheter. C'est du gaspillage. Et généralement, c'est le client final qui supporte tout cela. Donc, il est vraiment important de prendre ça en considération. Il y a des équipements pour mettre le matériel du bureau. Oui, ça coûte cher. Mais est-ce que les paiements ont moyens de s'acheter là pour pouvoir mettre chaque matériel à sa place? On n'a pas de moyens, ce n'est pas grave. Avec du polystyrène, comme vous voyez, vous pouvez vous-même une tablette que vous déposez sur votre table et la graffeuse, le stylo, chaque chose est à sa place. Et vous aurez exactement le même résultat que les personnes qui ont acheté l'équipement spécialisé pour la circonstance. Vous aurez exactement le même résultat.
Là, vous verrez également au niveau de l'étiquetage qui intervient au deuxième S. Vous voyez, vous allez dans un comptoir, dans une boutique, vous voyez la marchandise, c'est affiché 500, vous prenez, lorsque vous êtes au comptoir, on vous dit que c'est 800. Parce que le prix avait été écrit au marqueur, lorsqu'on a changé la marchandise, on ne peut plus enlever, donc le prix n'est pas le bon. Pareil, vous étiquetez les box avec du marqueur et on met des documents de 2010, on a écrit au marqueur. Après, en 2017, on dit à quelqu'un, on va prendre les documents de 2017. Ah, il vient, il vous dit, je n'ai pas vu. Pourquoi? Parce qu'il voit 2010. Donc, nous recommandons d'étiqueter, de mettre des étiquettes, de coller avec du papier, du scotch, de manière à ce que ce soit changeable. Parce que lorsque vous écrivez avec du marqueur, ça entraîne des erreurs. Ça entraîne des risques de perte de temps énormes. Voilà d'autres techniques élémentaires. Vous voyez, le constructeur split, il met toujours un dispositif pour que vous pliez votre télécommande, mais très souvent, on ne l'utilise pas. C'est important de mettre ce dispositif à portée de main parce que parfois, on cherche la télécommande du split, donc on ne trouve pas. Et parfois, c'est au moment où on est bien important, le bureau est chaud, on veut refroidir le bureau, mais on ne trouve pas la télécommande. Vous voyez, les interrupteurs, nous sommes dans un pays où il y a une coupure fréquente d'électricité. Lorsqu'il y a coupure, c'est à 14 heures et au moment où vous quittez le bureau à 17 heures, est-ce que vous savez encore si c'était allumé ou éteint? Quelle est la bonne position? Vous ne savez plus. Nous recommandons que vous puissiez sur l'interrupteur mettre on-off pour reconnaître la bonne position. Parce que sinon, vous quittez le bureau vendredi soir à 17 heures sans savoir que vous avez laissé tout allumé. 30 minutes après, la lumière revient et quand vous revenez lundi, vous avez consommé énormément d'électricité. C'est du gaspillage. Pour les entreprises, c'est de l'argent perdu. Vous voyez, il faut apprendre à utiliser ce qu'on a. Comme je vous ai le Kaizen, dépenses minimales. Avec des bouteilles taillis, des bouteilles d'eau minérale et autres, vous pouvez séparer chaque type de vis dans sa bouteille. Chaque outil dans sa bouteille bien étiqueté, vous pouvez vous positionner là. Ce n'est pas très beau. Oui, je suis d'accord avec vous. Mais au moins, ça vous permet de faire votre travail très rapidement. Au lieu de mettre tout ça dans une boîte et au moment où vous cherchez, toutes les vis sont mélangées, vous versez, vous commencez à trier, vous perdez beaucoup de temps. Et ce temps-là, c'est de l'argent. À la fin du mois, pour vous payer, on ne va pas lever ce temps que vous avez perdu. C'est l'entreprise qui paye. Quand l'entreprise paye, il répercute sur le produit et le client final va payer parce que c'est cher, vos produits ne passeront pas. Donc, il faut éliminer toute petite source de gaspillage, il faut éliminer pour être capable d'augmenter notre productivité et donc de baisser nos coûts, vendre et être plus compétitif. Parfois, les gens rangent de manière à ce que pour ouvrir, vous arrivez dans un bureau, pour accéder à une armoire, on est obligé d'abord de porter quelque chose, de déplacer une table. Tout ça, c'est du temps perdu. Le cadre, l'employé qui fait ce travail, il n'est pas payé pour ça. Rangez vos bureaux de manière à avoir accès à toutes choses facilement. Parce que lorsque vous passez votre temps à déplacer et autres, à la fin, vous êtes fatigué, vous êtes épuisé, votre rendement est faible. Alors qu'il suffisait de prendre un certain temps, de ranger mieux les choses pour pouvoir améliorer votre rendement. Il est très important comme mini technique que le chef montre le bon exemple. Chez nous, on considère que le travail de nettoyage, c'est le travail des employés sur le baptême. Mais le 5S, vous voyez qu'il interpelle la réflexion, il interpelle la productivité. Il nécessite que ce soit la personne qui vit au quotidien la chose qui soit impliquée. Du coup, pour que les employés soient bien impliqués, il est important que le leader montre de temps en temps l'exemple. Donc, pour ceux qui sont au cadre, apprenez à mettre de l'ordre parfois vous-même dans votre bureau, à aider vos collaborateurs à leur poste de travail à améliorer leur productivité. Cela ne va qu'améliorer le climat de travail et les pousser à mieux faire ce travail parce qu'ils voient que c'est important pour vous aussi, ils vont l'appliquer. Ce qui fait la différence entre un restaurant UP et un petit restaurant de quartier, c'est ça. En réalité, nous prenons ça à la légère. Une bouteille de Coca-Cola de 33 centilitres qui coûte 250. Lorsque vous allez dans un restaurant chic, on vous la vend à 1500 au bas mot, dans un grand hôtel. C'est la... Si le boutiquier du coin qui vous sert mal vous demande 300, vous avez dit non, c'est trop cher. Mais pourtant, lorsque vous arrivez dans une grande surface, qu'on vous demande 1500, vous venez à prêter et vous payez. Pourquoi? Parce que chaque chose est à sa place.
Chaque chose est bien rangée. Certains m'ont souvent dit c'est parce qu'il y a clim. Prochaine fois. Vous m'écoutez? Arnaud, c'est bon? Arnaud? 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 Oui, oui, j'ai rebranché mon micro, c'est bon. Nous OK, t'écoutons. parfait. Bien. Lorsqu'on va dans des services comptables, dans des services qui produisent beaucoup de documents, ils vont vous dire on ne peut rien jeter. Mais on leur dit, comme vous voyez là, oui, vous ne pouvez rien jeter. Mais on est en 2020. Les documents de 2007, 2008, 2010, 2015 doivent-ils être à côté de vous et vous encombrer, la moisissure et autres? Vous pouvez les classer dans des cartons par année et par catégorie et aller les garder. Puisque vous n'avez pas besoin de ça régulièrement, oui. Vous l'utiliserez un jour s'il y a un contrôle. Mais ce jour arrivera peut-être dans 3 ans, dans 4 ans. Est-ce que c'est nécessaire de s'encombrer au bureau et de ne pouvoir pas respirer, d'entretenir les souris et les canclera dans le bureau avec ces documents? Non. Vous classez les anciens documents dans des cartons, vous notez tout ce qui est dans le carton, vous affichez, vous collez et vous gardez. Le jour qu'on a besoin, on regarde les cartons, on identifie le bon carton, on l'enlève et on enlève le document dont on a besoin. Et le bureau est libéré et tout va bien. Vous allez, certains dans les caisses vont dire, quand vous allez vous acheter quelque chose à la boutique, vous donnez 500, parfois on vous rembourse comme si vous avez donné 5000. Pourquoi est-ce que ça arrive? Ben, le boutiquier il est fatigué. Il prend 500, il met dans la caisse. Au moment où il veut te rembourser, il jette coup d'œil, il voit un 5000. Il dit, ah, peut-être c'est toi qui as donné, il te rembourse. Le malhonnête s'en va avec. Mais avec le carton, on peut diviser notre caisse et fabriquer ce qu'on trouve dans les grandes surfaces là. On a la même chose. Et ce que vos yeux, la mémoire visuelle est importante. Quand vous avez pris les 500, au moment de déposer, vous allez déposer dans la zone de 500. Donc, le réflexe de la main va vous orienter. Et au moment de rembourser, vous ne ferez pas l'erreur. Parce que dans votre caisse, vous voyez très bien ce qui s'y trouve. Donc, il y a ces petites techniques-là qui nous permettent, nous, Africains, nous, PME, qui n'avons pas beaucoup de moyens, d'obtenir des résultats satisfaisants en dépensant le moins possible. Vous voyez, que ce soit à gauche ou que ce soit ce que j'ai fait avec le carton ou ce que je trouve à Score et Mahima ou dans les grandes surfaces, le résultat final est le même. Quand on ouvre, mes billets sont séparés. Que ce soit ce qui a été acheté au supermarché ou ce que j'ai fabriqué avec le carton, j'ai le même résultat. Maintenant, il y a une chose qu'il ne faut pas oublier. Souvenez-vous que je vous ai dit que le premier S était très déterminant. Les gens avaient de la peine à se séparer des choses. Du coup, sur leur poste de travail, ils vont vous dire tout est important. Non, ça va me servir. Non, ça va me servir. Finalement, ils gardent tout. Et dans tout ce qu'ils ont gardé, parfois les choses importantes se cachent à l'intérieur. Ils perdent du temps pour retrouver et ça baisse leur productivité. Je connais des secrétaires qui sont rentrés avec des maux de tête parce que le patron sous pression a été obligé de les engueuler. J'attends un document depuis 30 minutes, le client me harcèle. Et elle est sous pression. Finalement, elle ne donne pas le document. Elle rend toute malheureuse et à la maison, ça se répercute dans son foyer. Mais pourtant, si chaque chose était rangée à sa place, bien étiquetée, bien rangée, en une seconde, elle sortirait le document qu'il faut. Et elle donnerait au patron qui le donnera aussi à son client, à lui. Conséquence, chacun rentrera le soir sans stress. Un autre exemple, j'ai eu des entreprises qui ont monté des appels d'offres. Ils avaient des ingénieurs, ils ont monté des appels d'offres. Ils ont répondu à ces appels d'offres-là. Ils ont gagné. 3 années plus tard, au moment où je venais travailler chez eux à ce moment-là, ils ont eu des appels d'offres similaires. Mais ils n'avaient ni dans leur machine, ni dans leurs archives, ils n'étaient capables de retrouver ce qui avait été fait avant. Du coup, ils sont obligés de passer encore des semaines, des nuits à travailler pour remonter le même appel d'offres. Vous voyez, alors que s'ils avaient eu l'ancien bien rangé quelque part, ils auraient juste modifié et réadapté. Et malheureusement, parfois, ils n'ont même plus le même personnel. Donc, du coup, ils sont obligés de chercher quelqu'un en externe qui vienne les aider, juste parce qu'on n'a pas su mettre chaque chose à sa place et archiver et reconnaître ce qui est important. Donc,
pour éviter que vous soyez amené à jeter ce qui est important ou à garder ce qui n'est pas important. Nous vous recommandons d'avoir toujours une zone tampon quand vous commencez le 5S pour la première fois. Tout ce dont vous êtes sûr que c'est important, vous gardez ça sur votre poste de travail. Ce dont vous n'êtes pas très sûr, vous mettez d'abord dans cette zone tampon le temps de réfléchir. Mais au moins que votre zone de travail devienne productive, que votre bureau soit libéré, que votre poste de production soit libéré, que chaque chose soit à sa place et que vous puissiez faire votre travail sans risque d'erreur possible. Donc, c'est pour ça que nous vous recommandons la zone tampon. Le 5S est très intéressant. Mais si vous n'avez pas l'état d'esprit qui va avec, vous n'allez jamais réussir à l'appliquer. Cet état d'esprit, nous l'appelons l'attitude positive. Je vais aller directement à cette attitude positive. Pour moi, je décris l'attitude positive, c'est-à-dire qu'en trois grands aspects. Le premier aspect de l'attitude, c'est la manière de tenir son corps. Comment est-ce que tu te tiens? Quelle est ta posture? Et il y a des gens qui ont perdu les entretiens d'embauche seulement dès leur entrée. La manière dont ils entrent, la nonchalance avec laquelle ils se présentent devant, ils sont commerciaux. Seulement ça suffit pour qu'on ne vous accueille pas. Seulement ça donne déjà une image négative de vous. Donc l'attitude, il y a dans la posture physique. Le deuxième aspect, c'est dans le comportement. Vous avez une attitude désagréable envers moi ou agréable. C'est-à-dire que dans la manière de faire, c'est-à-dire la gestuelle, ce que vous faites, comment vous faites votre travail, comment vous posez des actions. Ça, c'est un autre état d'attitude. Le troisième aspect, c'est dans l'esprit, dans l'état d'esprit, c'est-à-dire que dans le mental. Quelqu'un qui a des valeurs spirituelles fortes, son comportement est différent de celui qui n'a pas les mêmes valeurs. Celui qui croit qu'on doit gagner l'argent. Les gagnants, ce sont ceux-là qui ont réussi. Ils ont des choses en commun. Et les perdants, c'est ceux qui échouent. Ils ont aussi des choses en commun. Ceux qui ont réussi, en général, ils ont en commun ils croient toujours que ça peut changer. Ils pensent qu'ils peuvent apporter un plus. Ils ne se plaignent pas beaucoup. Et ceux qui échouent ont en commun le fait que c'est toujours quelqu'un qui est la cause de leur échec. C'est Paul Biya, c'est leur père, c'est l'université, c'est le système éducatif. Il y a toujours quelque chose qui est la cause de leur échec. Donc, nous allons voir rapidement et concentrer des attitudes positives de ce qui permet aux gens de gagner et des attitudes négatives, celles-là qui permettent aux gens de perdre. Et nous recommandons, pour pratiquer efficacement le 5S Kaizen, il faut être du côté des gagnants. Le gagnant fait toujours partie de la réponse, alors que le perdant fait toujours partie du problème. Quand vous appliquez le 5S, soyez toujours du côté de ceux qui font partie de la réponse. Ne soyez pas de ceux qui apportent les problèmes. Quand il y a une situation, apportez la solution, proposez. C'est le côté participatif. Les gagnants ont toujours un programme. Les perdants ont toujours une excuse. Un gagnant, quand il sort de chez lui pour aller à son poste de travail, il sait ce qu'il va faire. Il a un niveau de productivité qu'il va atteindre. Il a un niveau de performance. Et pour cela, il est prêt à s'asseoir et à organiser son espace de travail pour obtenir ce niveau de performance. Mais le perdant, il te dit, « Ah, je n'ai pas le temps. Je n'ai pas besoin de ça. Non, je n'ai pas le temps. C'est un travail de… » Et finalement, il va perdre tout le temps et ne pas pouvoir faire son travail. Les gagnants disent, laissez-moi le faire pour vous. Quand vous êtes dans l'entreprise, dans une organisation, soyez indispensable. C'est vraiment dit personne indispensable, mais je vous dis, celui qui est serviable dans l'entreprise, celui qui est toujours prêt à faire quelque chose de plus que les autres, quand il n'est pas là, on le cherche. Parce qu'il est un plus pour le travail des autres. Il connaît servir les autres. Et pour cela, il est une grande personne. Mais celui qui dit, ce n'est pas mon travail, qui est toujours en train de rejeter les autres, en train de dire, ce n'est pas mon travail, rejeter le travail sur les autres, le jour qu'il n'est pas là, on ne le cherche pas. Hein? Donc, j'ai souvent ri lorsque certains ont démissionné en disant, oh, moi, je leur ai fait quelque chose, j'ai démissionné, ils vont voir. Et lorsque je discute avec leur patron, parce que parfois, quand on est consultant, on est en relation avec le patron et l'employé, le patron est plutôt content. Le bras cassé là est parti. Vous voyez, ça montre que vous n'aviez pas évalué votre potentiel dans l'entreprise. Donc, c'est important d'être du côté de ceux qui disent, laissez-moi le faire pour vous.
de ceux qui veulent servir. Pour ceux qui sont des chrétiens, c'est le modèle de leadership chrétien. Jésus-Christ a lavé les pieds de ses disciples. Il était au service de ses disciples. C'est ça le modèle de leader qui veut pratiquer le 5S. Les gagnants voient toujours une réponse pour chaque problème. Quand il y a un problème, ils proposent quelque chose. Même si ça ne va pas apporter la solution, mais ils participent. Mais les perdants, ils critiquent les solutions. Ah non, ce que tu dis là ne marche pas. Je ne suis pas d'accord. Mais lorsqu'on leur demande qu'est-ce qui marche, ils disent je ne sais pas, où ils se taisent. Vous voyez, quand vous faites ça, vous êtes un perdant. Vous n'êtes pas un bon praticien du 5S. Naturellement, vous devez reconnaître vos erreurs. On va aller un peu plus vite, le temps fait défaut. Les gagnants disent je dois faire quelque chose. Le Cameroun va mal, je dois faire quelque chose. Le COVID-19 est là, je dois faire quelque chose. L'entreprise souffre, je dois faire quelque chose. La maison est devenue étroite, je dois faire quelque chose. Mais les perdants disent quelque chose doit être fait. Par qui? Quelque chose doit être fait par qui? Il faut avoir l'attitude de ceux qui disent je dois faire quelque chose. De ceux qui veulent être une solution au problème et non un problème pour les autres. Les gagnants sont une partie de l'équipe. Quelle que soit l'épreuve à laquelle l'équipe fait face, le gagnant est là et combat avec les autres. Alors que les perdants, généralement, ils sont en dehors de l'équipe. Les gagnants organisent, se préparent pour gagner. J'aime prendre l'exemple de Usain Bolt. Quand on fait la somme des trophées qu'il a gagnés, avec ses quelques 9 secondes de poussière aux 100 mètres, on se rend compte qu'il n'a pas couru pendant plus de 3 minutes pour gagner beaucoup de trophées. Mais pour faire ces 3 minutes de course et gagner autant de millions de dollars, il a eu des années d'entraînement. Ça, c'est l'attitude des gagnants. Je prends le temps de me préparer, de bien appliquer le 5S, d'arranger un certain nombre de choses pour que ma productivité soit meilleure et pour que j'aille plus vite. Les gagnants croient en la victoire commune. Je dois travailler avec les autres. Quand l'équipe du Cameroun perd, même si c'est une seule personne qui a fait perdre l'équipe, on dira le Cameroun a perdu. Lorsque votre entreprise est mauvaise, même si vous êtes le meilleur employé de l'entreprise, on dira que votre entreprise n'est pas bonne. Et quand vous sortez d'une entreprise qui n'est pas performante, vous n'avez pas du respect. Donc, il est important de travailler pour que la victoire soit commune. Et évidemment, parce qu'au lieu de travail, nous passons plus de temps, nous devons avoir un langage qui soit propice à garder un climat de travail favorable. Nous passons 8 heures au moins, plus les pauses, 10 heures par jour dans nos lieux de travail. Ça ne sert à rien d'avoir des mots durs les uns avec les autres. Tout ceci est vraiment important pour que vous puissiez appliquer rigoureusement le 5S et tirer tous ses bénéfices. Donc, rapidement, vous aurez ce document. Je vais aller au dernier pour dire, le gagnant sait que le temps, c'est de l'argent. Vous venez de passer un peu plus d'une heure avec nous. Si vous ne mettez pas à profit ce qu'on vient de faire, alors vous avez perdu du temps et vous avez perdu aussi de l'argent. Alors que les perdants, ils perdent plutôt le temps pour perdre de l'argent. Ils ne sont pas conscients que le temps qu'ils perdent, lorsqu'on leur demande un document qu'ils devaient trouver en 30 secondes et qu'ils le trouvent en 3 heures de temps, ils sont en train de perdre de l'argent. Parce que quand ils font perdre de l'argent à l'entreprise, il n'y a pas de risque qu'on les augmente le salaire parce que l'entreprise ne va pas gagner assez. Donc, je pense qu'avec ceci, il est important de nous attarder sur cette citation de Martin Luther King qui dit « Nous devons apprendre à vivre ensemble comme des frères, sinon nous allons mourir ensemble comme des idiots. » C'est important d'avoir le bon état d'esprit pour appliquer rigoureusement les 5S et améliorer la productivité de votre entreprise en éliminant les différentes formes de gaspillage. Et cela peut vous faire gagner jusqu'à plus de 25% de marge bénéficiaire. Ceci dit, si rien ne change en nous, dans notre façon de percevoir les choses, rien ne changera autour de nous. Donc, nous avons fini. C'était assez long, mais j'espère que vous avez pu retenir quelque chose. Merci beaucoup. Bravo, bravo, merci. Merci, grand frère. Merci pour ta disponibilité. Je veux voir un pouce de c'était bien. Je veux voir les réactions via les messages. S'il vous plaît. Je voudrais voir vos réactions. Je vais ouvrir les micros. Je veux voir vos feedbacks. Nous avons quelques questions. Grand frère, merci. Merci encore pour votre participation.
Une fois de plus, nous avons relevé le défi et surtout toi, tu l'as fait comme si c'est très bien le faire. Alors, je vais dire, nous avons plusieurs questions. Avant de clôturer, nous allons prendre quelques questions. Je vais prendre comme ça, je ne vais pas prendre par ordre. Hein. Isidore, tu es avec Oui, nous? oui, je suis avec vous. Il y a une question, c'est quoi une zone tampon? On me l'a posé en inbox et plusieurs fois. J'ai dit, il faut d'abord qu'on finisse la grande. Voilà. Une zone tampon, c'est un espace dans lequel on décide de... C'est un espace qu'on crée pour garder quelque chose en attendant de prendre la décision. Donc, qu'est-ce que je vais dire? Je sélectionne sur mon bureau, il y a beaucoup de choses. Sur mon espace de travail, il y a beaucoup de choses. Ou dans mon poste de travail, il y a beaucoup de choses. Il y a des choses utiles. Je suis convaincu qu'elles sont utiles. Il y en a dont je doute encore. Je ne sais pas s'il faut jeter, s'il faut garder, où est-ce que je dois mettre. Si je continue à conserver ça sur mon bureau, ça risque d'être une source de gaspillage de temps. Parce que quand je vais vouloir chercher quelque chose, ça va m'encombrer. Donc, qu'est-ce que je fais? Je cherche un espace quelque part où je prends toutes ces choses-là où je ne sais pas encore ce que je vais en faire. Je m'en vais ranger là-bas en attendant de prendre une décision. Cette zone-là où j'ai rangé s'appelle une zone tampon. Je ne sais pas si cette réponse vous satisfait. Oui, oui, oui. La réponse, pour moi, ça me satisfait. Donc, en conclusion, si on a des éléments dont on doute de l'importance, on peut, si on n'a pas une zone créée, une petite zone qu'on va appeler zone tampon, en attendant de rendre cette chose utile. Voilà. C'est ça. Voilà. Anno? Oui, ça peut être aussi des questions. Oui. Il y a d'autres questions. Oui, Anno? L'autre question demande, oui, l'outil 5S je voudrais savoir si on peut parler de l'outil 5S à la création d'une entreprise. Si oui, l'implémentation est-elle pareille qu'une entreprise d'environ 5 ou 10 ans d'existence? Voilà, très excellente question. Mais avant de répondre, j'aimerais aussi revenir sur la question de la zone tampon. On ne met pas dans la zone tampon seulement les matériels dont on ne sait pas encore ce qu'on va en faire, si c'est important ou pas. Ça peut être aussi des choses qui sont importantes et on sait même ce qu'on va en faire. Mais en attendant de faire ce qu'on va en faire, je prends un exemple, je vis de ma garde-robe, 50% du matériel de mes vêtements, je vais les offrir. Je ne les garde plus dans ma garde-robe. Je trouve un espace où je m'en vais déposer ces vêtements que je vais offrir. Et aussi son tampon. Voilà. Bon, maintenant, pour revenir à la question de savoir, est-ce que le 5S s'applique aux entreprises en création? Oui. De manière formelle, oui. Il y a encore de cela à peine un mois, je faisais une prestation pour les Nations Unies à Bangui. Et justement, c'était une de ces prestations consistait à former des gens avant qu'ils n'intègrent dans leur nouveau bureau. Ils n'intègrent leur nouveau bureau. Une personne qui a conscience de l'approche 5S ne va pas ranger son bureau de la même manière. C'est-à-dire que vous avez par exemple un bâtiment qui a 2 ou 3 niveaux avec plusieurs bureaux. La manière dont vous allez disposer vos bureaux, les postes des responsables, c'est-à-dire que déjà même le choix des positions de bureau, si on est conscient du 5S, on va le faire de manière à ce que les gens n'aient pas à faire de grands mouvements pour livrer le produit. C'est-à-dire que parce qu'une entreprise, c'est une chaîne de clients et fournisseurs. Si je travaille et que je dois délivrer un service à mon chef, si mon chef est au 5e niveau alors que moi je suis au 1er niveau, vous êtes d'accord avec moi qu'une bonne partie de la journée, je le passerai soit dans les ascenseurs, soit dans l'escalier. Donc, si en installant l'entreprise, nous avions conscience du 5S, on va faire en sorte que les bureaux des personnes qui interfèrent le plus se rapprochent le plus possible. C'est pour ça qu'on peut carrément, dans certains cas, choisir open space pour que ce soit facile. Donc, l'implémentation à ce moment-là, c'est pas la même manière que dans une vieille entreprise. Parce que dans une vieille entreprise, on trouve une situation déjà catastrophique et on essaye de la corriger avant de se mettre sur le rail. Alors que dans une nouvelle entreprise, on met directement un système qui prend en compte ces valeurs-là qui éliminent le gaspillage. Voilà.
D'accord. Grand frère, autre chose. Une autre question. Cependant, j'aimerais savoir si le Kaizen, tout comme la qualité, nécessite des coûts pour son implémentation et son suivi. Si oui, lesquels, par exemple? Sont-ils à la merci de très petites entreprises? S'il te plaît, grand frère, il faudrait qu'on fasse un peu court parce qu'on a déjà pris assez de temps à tout le monde. Voilà. Oui, ça nécessite des coûts, mais des coûts faibles. C'est plus adapté pour les petites entreprises. Toutes les entreprises pratiquent du Kaizen. C'est un système de management de la qualité aussi. Mais les petites entreprises encore plus parce que ça génère moins de coûts. Les grandes entreprises ont besoin des experts pour mettre cela en place. Généralement, les systèmes de management de la qualité dans les entreprises dans les grandes entreprises, c'est plus les cadres, c'est du top-down. D'accord. OK, on va dire merci au grand frère. C'est-à-dire qu'on part des petits vers le grand et ça ne génère pas beaucoup de coûts. Si la ressource humaine, juste que le personnel s'investisse, c'est tout. D'accord. OK, merci grand frère, merci beaucoup. Laissez vos adresses email, on va vous envoyer le support par email. Laissez vos adresses email, laissez vos réactions. Merci à tout le monde pour la participation. Grand frère, grandement merci. Merci pour 2 heures pratiquement, plus d'1h30 que tu nous accordes. Et connaissant ton énergie